Vous pouvez vous asseoir. Avec votre permission, Monsieur le Commissaire, j'aurais une question supplémentaire pour la témoin, pour éviter toute confusion. Madame Couture, il a été question dans votre témoignage de votre demande et de la demande de Carl Malenfant d'ouvrir les soumissions de l'étape A. À l'étape A, à votre connaissance, est-ce qu'il y avait un prix dans les soumissions? Non, pas du tout. Les prix étaient vraiment dans l'étape C, dans des enveloppes cachetées, puis c'était vraiment cacheté. Aucune enveloppe de prix à l'étape A ni à l'étape B. Donc, ce dont on a fait référence avant la pause des demandes d'ouverture de soumission, c'est les demandes d'ouverture de devis de l'éditeur SAP, des devis qualitatifs d'explication des produits et de la solution. Bien, juste pour être certaine, OK, c'est que dans l'étape A, on avait quelques critères. Est-ce que c'est un logiciel intégré? C'est quoi leurs métaux? Fait qu'ils répondaient à ça. Fait que c'était vraiment leur réponse suite à ce qu'on avait posé comme question pour qu'ils se qualifient. Ouais. Je n'ai pas d'autres questions, monsieur le commissaire. Bonjour, Mme Couture. Bonjour. Après quelques questions de précision, vous avez indiqué dans votre témoignage un peu plus tôt que vous n'aviez pas eu l'occasion de consulter beaucoup de documents, là, outre la note P138 que j'avais notée, que vous avez lue il y a de ça quelques instants. Est-ce que vous avez eu l'occasion de consulter d'autres documents que la note en question? Bien, les appels d'offres, je vous dirais, l'appel d'offres A et B, bien, de toute façon, sont de nature publique. Je l'ai. Et j'ai une copie papier de l'appel d'offres C. Très bien. Donc, outre ces documents, vous n'avez pas eu l'occasion de consulter les échanges internes ou les d'autres notes là, qui auraient pu être pertinentes? Des échanges internes de la SAC? Entre vous et d'autres acteurs de la SAC. Vous n'avez pas eu l'occasion de consulter ça? Pas mal, non. OK. Le processus d'acquisition de la solution, là, il y avait plusieurs étapes. Vous avez souligné tout à l'heure qu'il y avait une étape A qui était de préqualifier les solutions, l'éditeur de la solution et sa solution. Il y avait une étape B qui était de préqualifier l'intégrateur et vous avez beaucoup travaillé sur l'étape C qui était de choisir l'adjudicataire du contrat pour l'exécution éventuelle du projet et la réalisation du projet. C'est exact de dire que la préqualification, c'était surtout des critères généraux. Là. Ça visait à préqualifier l'éditeur. Oui, exactement. C'était vraiment l'éditeur. Oui, c'est très, très généraux, là, comme je disais un peu tantôt. Là. Est-ce que, en réalité, comme l'éditeur, on voulait savoir justement si c'est un logiciel intégré, y a-t-il une méthodologie qui appuie son implantation? Et l'autre, c'est ça. Il y en a quelques autres, là, ça je sais, là, mais c'est vraiment très général. Donc, la réponse du marché à cet appel de qualification visait à transmettre à la société des informations tout aussi générales pour répondre à ces critères généraux. Oui, oui, effectivement. Les questions étaient générales, fait que c'est sûr que c'était sûrement général. Là. Je me souviens pas du tout des soumissions, là, mais c'est sûr que les questions étaient générales, fait qu'ils devaient y répondre général. Et j'ai compris également de votre témoignage que le mandat que vous aviez lors de la préparation de la description du besoin de l'étape C, c'était de vous assurer qu'un plus grand nombre possible de soumissionnaires allaient pouvoir participer à l'appel d'offres. Oui, bien, tu sais, bon, pour répondre à votre question, les besoins étaient vraiment des besoins, comme je disais tantôt, les besoins d'affaires, les besoins TI, c'était des besoins de la société qu'on décrivait. C'était pas calqué, là, je l'entends, là, c'était vraiment les besoins de la société qui étaient décrits. Fait que, on n'a pas avantage à avoir le minimum de solutions. Là. Et c'est le mandat que vous avez de décrire ces besoins-là de façon générale, de manière à ce que plusieurs éditeurs, intégrateurs, puissent participer au marché. Bien, si je peux me permettre de répondre, là, oui. C'est les besoins de la société.
Fait que, tu sais, c'était pas une question de calquer, c'était vraiment c'est quoi nos besoins. J'en reviens tout le temps, c'est des besoins d'affaires. On émet des permis, des matriculations. Donc, ça décrivait notre business, là. Surtout, vous êtes unique au Québec dans ce genre de business-là. Aussi. Bien évidemment. Et pour décrire, j'ai compris de votre témoignage également que pour décrire les besoins d'affaires de la société, c'était des experts qui procédaient à cette description pour les unités d'affaires de la SAC. Et ces experts-là étaient internes à l'organisation. Exactement. L'équipe était principalement, puis là je dis environ 20 personnes, j'ai vraiment, ma mémoire étant ce qu'elle est, là, mais mettons qu'on va partir avec 20 personnes environ. Donc sur 20 personnes, on avait 2 experts externes, mais le reste était que des ressources internes. Donc, et qui provenaient de, comme je disais tantôt, les experts qui provenaient des domaines d'affaires, des experts du côté permis, maths, tout autant des experts TI, mais à l'interne, des internes. Et les connaissances pour décrire adéquatement les processus d'affaires, c'était à l'interne qu'on les retrouvait. Oui, oui, parce que c'est eux qui connaissent leur business. SAP, Oracle ne détenaient pas cette connaissance pour décrire les besoins de la société. Bien, non, parce que les processus, en tout cas, moi qui connaissais très bien l'organisation, là, mais c'est sûr que les processus d'affaires, les mieux placés, c'est les gens d'affaires, c'est certain. C'est pas les compagnies qui viennent nous décrire comment on fonctionne dans notre business. Donc, fonction de ces constats, il vous a été suggéré un peu plus tôt qu'il y aurait peut-être eu un risque à requérir une copie des réponses fournies par les éditeurs à l'appel de qualification, soit l'étape A. Il vous a été suggéré qu'il y aurait un risque par rapport à ça. Et moi, si je vous suggère plutôt que l'objectif en demandant accès à ces informations, c'était de vous assurer que la description des besoins de la société allait pouvoir atteindre ou rejoindre le plus grand nombre de fournisseurs possible, et donc les soumissions de Oracle et SAP qui ont été qualifiées dans le cadre de l'appel de qualification, soit l'étape A. Là, je reviens tout le temps sur ma chère mémoire, là, désolée. J'ai pris connaissance là, de ce document-là là, dans les derniers jours. Bon, quand je lis ce qui est écrit, effectivement, j'abonde dans le sens que c'était effectivement pour s'ouvrir au marché. Fait que... Je peux pas en dire beaucoup plus que... C'est tout à fait légitime. Je le dis toujours aux témoins. Malgré que la question elle est très bien structurée, c'est pas la question qui fait preuve. C'est ce que vous me dites. Alors, c'est oui, c'est non, ou je m'en souviens pas. Dans votre cas, c'est ce bout-là, c'est que ma mémoire, malheureusement, 10 ans plus tard, me joue peut-être des tours. C'est pas un reproche. Loin de là. D'accord? Oui. Et, Madame Couture, c'est pas la première fois, j'imagine, lorsque vous participez à ce processus pour le projet CASA. C'est pas la première fois que vous participez à un processus d'élaboration d'un besoin pour une organisation publique au Québec? Non, j'ai fait d'autres appels. Si la question est de savoir, oui, j'ai fait beaucoup d'appels d'offres. J'ai beaucoup d'appels d'offres dans mon actif. En termes de là, c'est là que je nuance. En termes de besoins d'affaires, j'ai pas décrit des besoins d'affaires d'une entreprise, là, parce que je suis plus du côté TI, mais en termes, si on se comprend que c'est plus sur l'appel d'offres. Oui. Oui, effectivement, j'ai quelques actifs. Et est-ce que j'ai raison de dire que parfois, dans le contexte de la réalisation, justement, d'un appel d'offres comme celui-là, on décrit les besoins au moment où on publie l'appel d'offres, mais quand on travaille avec une organisation publique, on sait que les besoins peuvent évoluer. Ça, vous reconnaissez ça? Oui, effectivement. C'est souvent aussi un peu la raison pour laquelle on met des réserves. Fait que... Et si je vous suggère qu'au niveau des plaques personnalisées, ça découle d'un projet de loi qui a été déposé en 2018, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? J'ai vraiment... Désolée. Pas de souvenir. J'ai vraiment un trou de mémoire avec ces plaques personnalisées-là. Très bien. On va reprendre, si vous voulez bien, la pièce 35 P168. Je vais vous demander, Madame la greffière adjointe, d'afficher la page 1. De toute façon, on va y être.
qui est le Z32 pour donner l'autre cote. Oui, désolé. Merci. C'est bon? Alors, je vous demande de prendre la page 1. Merci. Alors, au niveau du rappel des faits, pourriez-vous nous faire la lecture du premier paragraphe, Mme Couture? Oui. Lui qui commence par « dans le cadre ». Oui. OK. Dans le cadre de la modernisation de ces systèmes, la Société est en processus d'appel d'offres afin de procéder au choix de la combinaison optimale d'un logiciel de gestion intégrée et d'un intégrateur. Afin d'assurer le choix de cette combinaison optimale, la Société a obtenu par CT des modalités particulières d'appel d'offres. Société s'exécute dans le respect des principes guidant les marchés publics. Outre les assouplissements convenus, l'ensemble des règles et directives applicables pour des appels d'offres standards n'ont pas été modifiés et dans ce contexte doivent être appliqués et interprétés avec jugement et précaution. En substance ou en sens, le CT doit prédominer sur la forme, règlement et directive. Et est-ce que si je vous suggère que dans le contexte de cette demande et à l'époque là, où vous travaillez à la préparation de l'appel d'offres C, c'est ces principes-là qui vous guident dans vos travaux à cette époque? Oui. Et on note à l'état, au paragraphe suivant, qu'on fait appel à... en fait, on réfère à l'appel de qualification qui vise là, à préqualifier les éditeurs potentiels. Je comprends que le sort de cet appel de qualification, au moment où vous intervenez à l'élaboration de l'étape C, est connu. Il y a deux éditeurs qualifiés. Oui. SAP et Oracle. Exact. Oui. Je vous remercie. Juste une dernière question. Pourriez-vous prendre la dernière page, Mme la greffière adjointe, du document? La dernière, tout à fait en bas de la page. Descendez. Je comprends que vous n'avez pas signé ce document, cette note? Non. Et vous souvenez-vous avoir participé à sa rédaction? Oui, ça, on va en Mettez-la donc en contexte. Ça, c'est vraiment l'appel d'offres toujours qu'on demandait d'accès. Exact, oui. Je me souviens, c'est vraiment ma mémoire qui... Parfait. Je dirais que non. Je vous remercie. Pas d'autres questions. Merci, maîtrise. D'autres questions? Non. J'en ai... c'est des questions de précision, madame. J'aimerais ça retourner aux pièces... donc, retourner à 35P 161, c'est votre engagement, là. Mon engagement sur le comité de sélection? Bien, le comité de sélection, je veux juste m'assurer, puis si... je vais peut-être demander un engagement à la société, là. Vous allez être libéré pareil, là. On a engagement sur des membres de comité de sélection. J'ai bien compris de votre témoignage. Vous n'avez jamais fait partie du comité de sélection. Vous n'avez aucun souvenir si vous avez eu une approche ou quoi que ce soit. Puis, vous m'avez dit, vous avez dit à la commission, j'ai par contre été sur des comités aviseurs. Exact. Parfait. Donc, malgré que ça a été signé, engagement. Je vais demander maintenant, vous pouvez la retirer, je vais demander qu'on me monte à l'écran, pas encore coté, là. Ça sera coté ultérieurement, ce qui est le Z73, c'est ça. Qui est un engagement solennel des membres du comité aviseur. Juste à titre d'exemple, parfait, juste descendre au bas de la page. Et on a ici, c'est Mme Abdel Malak, là, retiré, là, vous pouvez l'enlever. Revenez à la page titre, je m'excuse. Désolé, Mme la greffière. Engagement solennel des membres du comité aviseur. Souvenez-vous d'avoir signé ce document-là. Par contre, si vous avez été membre de comité aviseur. Je dirais, j'ai pas le souvenir, mais je suis persuadée que je l'ai fait parce qu'on suivait vraiment, ils nous faisaient signer tous ces documents-là, il me semble, du moins. Parfait. Alors, je vais demander un engagement à la société. Possiblement, on l'a peut-être, là, mais avec le nombre de documents qu'on a, là, je vous dirais que je vais être plus sûr, je vais leur demander. Numéro de l'engagement, Mme la greffière? C'est le 35E1. Donc, fournir tous les engagements solennels des membres du comité aviseur signés par Mme Manon Couture, si ça existe. C'est bon? Très bien, M. le commissaire. Sinon, autre chose à ajouter, Mme Couture? Non, pas vraiment.
risquez pas une tentative de me demander, peut-être voir si vous avez des recommandations. Vous avez été quand même longtemps à la SAC, là, qui est... c'est vous, là, je vous l'offre. Ouais, non, merci. S'il y a de quoi, je pourrais vous l'adresser par courriel. Comme on je fait, crois. effectivement. C'est très gentil. Alors, merci beaucoup. Merci. Vous êtes libérés. Monsieur le commissaire, juste vous dire que Oui. la pièce dont vous parliez, qui était la Z73, fait partie du lot. Elle a été cotée sous 35P 191. C'est parfait. Alors, Monsieur le commissaire, le prochain témoin serait Madeleine Chagnon. Parfait. Puis j'ai peut-être entrevu un nom caviardage sur une signature, là, donc peut-être regarder ça si jamais. Oui, la commande a déjà été passée, Monsieur le commissaire. Merci. Bonjour, madame. Prenez place. Donc, bonjour, vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites, je l'affirme. Je l'affirme. Vos noms et occupations. Madeleine Chagnon, je suis retraitée. Merci. Bonjour, Madame Chagnon, vous allez bien ce matin? Oui, très bien, merci. Oui, pouvez-vous en quelques mots nous présenter votre cheminement académique très brièvement? Oui, brièvement. Oui, allez-y, à l'essentiel. OK. Donc, j'ai un bac en mathématiques appliquées de l'UQAM en 1976, je pense, et une maîtrise en gestion de projet en 1985. Toujours à l'UQAM? 72, mon bac. Pardon? La maîtrise à De l'UQAM l'UQAM. également? Oui. Parfait. En fait, c'était un bac. C'était une maîtrise qui était aux 2 tiers un MBA et une spécialité en projet. Très bien. Vous avez commencé votre carrière chez DMR, c'est bien ça, en 1986? J'ai fait du travail avant d'entrer en consultation. J'ai travaillé à l'INRS comme analyste au niveau de fournir l'information à ceux qu'on appelait à l'époque les futurologues, donc qui faisaient de la démographie à long terme. J'ai ensuite travaillé au Centre des services sociaux où je suis passée d'analyste système à directeur du service informatique avant de me diriger chez DMR après avoir fait ma maîtrise. Donc, de 86 à 98, c'est bien ça? Exact. Et c'est là que vous avez connu Louise Savoie et Carl Malenfant? Louis Savoie, je l'ai connu chez DMR, mais beaucoup plus tard. Et Carl, à l'époque de DMR, très, très peu, parce que je l'avais croisé en mandat à Hydro-Québec. C'était le mandataire de certains de mes employés, de mes consultants. Et par la suite, j'ai donné un cours à ce qu'on appelle architecture, donc c'était architecture d'entreprise. Et Carl Malenfant était un des participants à cette formation-là, qui durait quand même un peu plus d'une semaine. Et en 98, donc vous quittez DMR et vous allez chez R3D, c'est exact? Exact. Suite à la vente de DMR par à Fujitsu, la direction était complètement différente et j'ai quitté DMR effectivement pour aller chez R3D. Vous travaillez longuement chez R3D sur un projet chez Hydro-Québec? J'ai travaillé au nom de R3D chez Hydro-Québec sur un grand projet. Je l'ai fait en 3 étapes. Une première étape au nom de R3D. J'avais quand même beaucoup de responsabilités chez R3D, ce qui m'empêchait d'être vraiment largement disponible pour mon mandat qui l'exigeait à temps plein. Et il y a eu aussi un changement au niveau de la direction chez R3D. J'ai décidé de partir à mon compte et d'aller comme autonome. Et je suis allée travailler chez Hydro-Québec pendant un bon 3 ans avant de faire un retour chez R3D, là où les choses avaient changé en termes de direction et où j'avais un poste intéressant. Et à Hydro-Québec, là, vous recroisez à nouveau Louise Savoie et Carl Malenfant. Je recroise principalement au départ Carl Malenfant sur un dossier de plan directeur des services à la clientèle, de la vice-présidence services à la clientèle, où il est en problématique avec la façon de monter son dossier, où il demande d'aller l'aider, mais dans un sens où il rencontre une personne de la direction des affaires chez R3D et on fait une soumission pour aller travailler sur ce dossier-là. C'est un petit projet de 3-4 mois.
Et Carl Malenfant va finir par venir faire le saut chez R3D aussi pendant cette période-là, après le projet d'Hydro-Québec. Ah oui, très, très, très longtemps et sur une très courte période. Et oui, effectivement, c'était un de mes consultants en management chez R3D pendant peut-être 1 an et demi, 2 ans. Quand j'ai quitté, moi, Carl était encore chez R3D. Et Mme Savoie, est-ce qu'elle était encore chez R3D quand vous avez quitté? Quand j'ai quitté, oui. Vous avez quitté en 2013? Exact. Vous étiez vice-présidente chez R3D, c'est exact? Exact. Au niveau de tout ce qui était développement professionnel et assurance qualité des mandats. Et vous aviez des actions de R3D à titre de vice-présidente? Oui. Les aviez-vous toujours à votre départ de R3D? Oui. Parce qu'il y a un programme, on ne pouvait pas vendre les actions à ce moment-là quand on quittait, parce qu'il était possible qu'on ait un nombre d'actions un peu important, pas majeur, mais quand même important. Et ça faisait une problématique au niveau des départs. Donc, il y avait une règle complète qui avait été faite pour les retraités, qui était dans la Convention, qui faisait en sorte que nos actions étaient payées, mais sur un étalement, avec un calendrier de paiement qui s'étalait sur un grand nombre d'années. Et les actions étaient converties en actions non votantes, non participantes, avec un taux au niveau du paiement, avec un taux fixe de rendement, si on veut, ou d'intérêt sur les paiements. Donc, vous partez d'R3D en 2013 et je comprends que cette année-là, c'est le premier contact avec la SAQ. Est-ce exact? Exact. Vous avez un contrat de gré à gré avec la SAQ en novembre 2013. Exact. Qui vous approche? C'est M. Malenfant qui m'approche pour me demander si j'avais de l'intérêt à aller refaire un mandat parce que j'étais vraiment sortie du marché complètement. Et si je pouvais aller l'aider à faire tout simplement un bilan de sa fonction informatique. Il arrivait en poste et il voulait savoir comment était positionnée sa direction, sa vice-présidence, sous tous les volets qu'on revoit à l'intérieur d'une approche d'un monde TI. Et ça, on l'a fait basé sur des modèles de Gartner. Donc, tous les gestionnaires de la vice-présidence avaient été interviewés, on avait passé des grilles, etc., pour faire un positionnement de sa vice-présidence. Et ce contrat-là va se dérouler de novembre 2013 jusqu'au printemps 2014, c'est exact? Ça a de l'allure. Et ensuite, en octobre 2014, vous obtenez un deuxième contrat de la SAQ, toujours à gré, pour 88 000 c'est exact? Oui. Et quel est le mandat de ce deuxième contrat-là? En fait, de mémoire, c'est Mme Manon Couture qui m'a appelé à la suggestion de M. Malenfant pour aller aider son équipe à structurer l'appel d'offres qu'ils avaient en main. Ils avaient commencé à élaborer un appel d'offres pour aller vers un PGI et on m'avait demandé d'aller aider à faire en sorte de, je dirais, structurer, conseiller, aider les gens de la société à produire cet appel d'offres-là qui s'annonçait déjà assez titanesque. Et durant ces deux contrats-là, vous communiquez, j'imagine, régulièrement avec M. Malenfant? Bien, en fonction des besoins du travail. Et vous communiquez de quelle manière avec lui? Ça peut être via des courriels, ça peut être que je le rencontre, ça peut être à un moment d'un café, de différentes façons. Vous utilisez son courriel personnel ou son courriel professionnel à la SAC? Généralement, le courriel professionnel. Votre deuxième contrat à la SAC finit en juin 2015, c'est exact? Le contrat finit, oui, en juin 2015. Et là, à ce moment-là, je comprends que la SAC veut vous garder comme consultante. C'est ce que j'ai entendu, oui. Vous avez entendu ça de qui? Non, mais je veux dire, on disait, on ne peut quasiment pas continuer si tu n'es pas là, on a besoin d'aide, continue à nous aider, etc., mais pas de façon indue. Mais on dit qu'on peut pas, je reprends vos termes, on ne peut pas continuer si vous n'êtes pas là, vous êtes devenu essentiel. On ne peut pas continuer, c'est facilitant. On ne peut pas continuer, c'est facilitant. Puis quand je dis, là, la SAC veut vous garder comme consultante, est-ce exact, c'est M. Malenfant qui veut vous garder comme consultante? Je ne sais pas s'il n'y a que lui, mais mon nom était souvent, effectivement, annoncé comme ayant eu une part positive dans l'élaboration du travail précédent. Et c'est ce qui mène donc à l'appel d'offres P22-96-0, l'appel d'offres que vous remportez là, pour 1,2 million de dollars. C'est exact? Oui.
Quel était le mandat pour ce contrat, ce troisième contrat-là? Bien, le mandat, c'était d'aider encore là les équipes à... Le premier volet, c'était la stratégie de commercial au marché. Là, je ne veux juste pas me mélanger de mandat. Celui-là, c'était plus pour toute la partie évaluation des soumissions parce qu'on avait déposé en mai 2015 l'appel de proposition. Est-ce que je me trompe ou la direction, à ce moment-là, avant de conclure le contrat, vous pose des questions sur vos actions dans R3D à ce moment-là? C'est pas à ce moment-là. C'est au moment où j'ai soumissionné. Il y avait une annexe où il fallait annoncer si on avait des intérêts. Donc, ça a été clair que moi, j'ai annoncé que j'avais des intérêts. Et on m'a demandé de l'information supplémentaire pour être capable de bien voir que je ne pouvais avoir ni de bénéfices ou autre du fait que j'avais ces actions-là, peu importe ce qui arrive à la firme R3D à l'intérieur de la SAAC ou ailleurs. Donc ça se déroule pendant l'appel d'offres et non pas après, vous dites? Au moment où j'ai déposé ma soumission, on m'a demandé tout de suite cette information-là. On vous demande des précisions à la suite du dépôt de votre soumission? Ou bien, suite au fait que j'ai rempli une annexe qui disait que j'avais des intérêts dans ce qu'on appelle déclaration d'intérêt, je pense, où j'ai déclaré qu'effectivement, j'avais des actions chez R3D. Est-ce que vous en discutez avec M. Malenfant à ce moment-là? De ça, non, je pense pas. Non. C'était avec, je pense, c'est M. Morin ou à gestion contractuelle et ensuite auprès de Sylvie Chabot, Mme Sylvie Chabot. Avec la direction contractuelle, vous discutez ça avec eux uniquement? Exactement. Est-ce que vous ne discutez pas avec M. Malenfant là, pour qu'il s'assure que vous remportiez ce contrat-là? Absolument pas. Vous ne sentiez pas redevable envers lui? De ça, non, pas du tout. Hey, moi, j'étais à la retraite. Là. Je me retournais chez moi. On arrivait au mois de juin. On arrive à l'été. Le moment où j'ai décidé, pour être très clair à cet égard-là, quand j'ai vu qu'effectivement, il était pour avoir cet appel de proposition-là, moi, j'en ai parlé avec mon mari parce que je retournais tout simplement chez moi. Puis, c'était un beau projet. Hein? C'était un projet qui amenait énormément de... On avait donné de l'adrénaline à quelqu'un qui aime faire des projets, là. Et là, c'était un beau projet qui, à mon égard, ça n'allait pas... m'amenait pas à faire la réalisation d'un projet comme à Hydro-Québec qui a duré 10 ans, mais c'était tout simplement une phase pour être capable de faire identifier un adjudicataire en bout de ligne. Et de là, voilà, c'est terminé, là. Est-ce qu'on pourrait montrer à la témoin la pièce Z40 et la pièce 35P 175, le courriel en question où à la direction de la gestion contractuelle, on vous demande des informations sur vos actions d'R3D. C'est un courriel que vous nous avez fourni, Mme Chagnon. Oui. Oui, on m'a demandé effectivement des informations sur mon actionnariat. On voit que c'est le courriel en question. Par contre, contrairement à ce que vous venez de nous dire, là, on voit que dans les copies cachées, Mme Chagnon, vous incluez Carl Malenfant dans les réponses à la direction de la gestion contractuelle. Est-ce que ça vous revient en mémoire? Non, mais je le vois. Est-ce que vous savez pourquoi vous écrivez ça à son courriel personnel? Non, encore moins. Aucun souvenir de pourquoi M. Malenfant doit être en copie cachée d'un courriel que vous envoyez à la direction de la gestion contractuelle? Non. On peut retirer la pièce. Est-ce qu'elle est cotée, là, vous l'avez appelée? Oui, c'est la Z40 qui devient 35P 175. C'est parfait. Est-ce que je me trompe ou la SAC vient vous chercher, vous, parce qu'ils n'ont pas l'expertise à l'interne de votre niveau là, pour gérer ce type d'appel d'offres-là? Bien, je dirais pas pour gérer l'appel d'offres, mais pour venir encadrer, conseiller l'équipe qui est qui est dans le fond toute l'équipe de Mme Couture. Et là, vous, votre expertise particulière dans ce domaine-là, c'est quoi? Bien, j'ai fait l'appel d'offres chez Hydro-Québec, pas votre expérience, mais votre expertise plus en termes de compétences ou de connaissances, là, sur quoi vous aidez la SAC qu'eux ne peuvent pas faire par eux-mêmes? Bien, c'est difficile de répondre juste par expérience. C'est pas... d'abord, quand on fait un MBA ou l'équivalent, on a une façon de jouer avec des concepts pour être capable d'arriver à faire des démarches qui sont intéressantes et qui sont pertinentes pour un client. J'ai travaillé dans plusieurs élaborations de stratégies contractuelles ou d'appels de propositions dans différents mandats.
Donc ça, c'est de l'expérience et de l'expertise. Donc je l'ai fait chez Hydro-Québec, je l'ai fait sur le dossier de compteur intelligent communicant, je l'ai fait sur le drive-by, relève de compteur par drive-by, je l'ai fait comme aviseur chez des grandes entreprises. Donc oui, j'ai fait ça ailleurs et je l'ai fait avec des équipes. Est-ce que vous êtes impliqué à toutes les étapes de l'appel d'offres, à partir de A jusqu'à H? J'ai fait jusqu'après le dialogue compétitif, l'évaluation suite au dialogue compétitif. Donc de A à G, en fait. H étant l'adjudication. H étant l'adjudication. Je n'ai pas travaillé à l'adjudication, mais jusqu'à l'étape précédente, donc l'évaluation de la qualité des soumissionnaires postérieurement au dialogue compétitif. Exact. Donc, vous participez au dialogue compétitif? Bien, on participe, vrai ou faux, là. Il y a une équipe qui fait le dialogue compétitif et on est un certain nombre de personnes de la société et d'experts qui sommes dans la salle et qui nous permet d'écouter les réponses que les fournisseurs donnent aux différents éléments qui sont mis en évaluation ou en discussion, mais je n'ai pas participé directement, si ce n'est que tous les comités aviseurs avaient à faire, identifier certaines forces, faiblesses des différentes soumissions pour dire, bien, il faut être capable d'aller rediscuter de tel sujet ou de tel autre sujet avec les firmes. Donc, c'est par votre implication dans les comités aviseurs, ce que je comprends. Oui, quand on a fait la mise en commun par la suite pour être capable d'identifier ce qui doit être fait sur quel élément on doit discuter avec les firmes pour être capable d'arriver à ce qu'on appelle souvent un best offer. Donc, l'offre la plus pertinente et la meilleure pour la société. Est-ce que vous êtes impliqué dans les étapes de réponse aux fournisseurs quand ils posent des questions dans l'appel d'offres? Bien, dans les addendas, oui. Oui. Donc, avec tous les autres gens, dépendamment du niveau de connaissance ou d'expérience des autres. Et tous ces addendas-là étaient par la suite approuvés. Approuvés par qui? Soit à l'intérieur via l'équipe via Manon Couture et les autres, et par gestion contractuelle, c'est certain. Donc, vous participez à la rédaction des addendas, puis vous soumettez, quand ça vous concerne, là, oui, ça. Et vous soumettez ça à Mme Couture ou à la gestion contractuelle. Exact. Est-ce que vous êtes impliqué dans le positionnement PGI, c'est-à-dire dans la décision de procéder à l'achat d'un PGI pour la SAC? Non, ça, c'est pas mon dossier. C'est vraiment un dossier qui est complètement à côté. Moi, j'ai vraiment travaillé sur la partie appel de proposition. Quand vous dites appel de proposition, c'est... pour rédiger l'appel AOC, l'appel Alliance. Donc, votre travail, parce que vous commencez en octobre 2014, votre deuxième contrat, mais là, si ma mémoire est bonne, le positionnement PGI n'est pas complété là, en octobre 2014. Mais c'est comme des dossiers qui se font en parallèle. Moi, je suis vraiment dans la branche appel de proposition. Donc, monter toute la stratégie. Quand vous parlez là, des A, des B, des C, des D, à la base, c'est moi qui ai conçu cet élément-là. Donc, puis ça a été travaillé avec la société pour avoir l'accord de tout le monde, puis s'assurer que c'est correct. Et c'est ce volet-là qui a été discuté avec le secrétariat du Conseil du Trésor. Donc, vous dites que la SAQ commence le processus de la stratégie d'appel d'offres au même moment où il y a un autre processus qui se poursuit de décider si on va en PGI ou pas. Exactement. Donc, on vous fait travailler au cas où, je comprends? Hein? Bien, il aurait été chercher une solution quand même. Est-ce que c'est un PGI? Est-ce que c'est des best of breed ou autre chose? Il serait allé chercher une solution pour répondre aux besoins, compte tenu que les systèmes avaient pas loin de 40 ans d'existence, puis des mainframes, puis du monde qui fait du COBOL. Il n'y en a plus beaucoup. Donc, c'est sûr qu'il fallait faire une rénovation. Vers quoi ça s'orientait à ce moment-là? Ça aurait pu être à la fois ce qu'on appelle dans notre monde des BOB, là, des best of breed de chacun des domaines d'affaires, ou un PGI intégré. C'est ça que l'autre projet, dans le fond, l'autre ligne de travail faisait. Et donc, vous, en octobre 2014, au moment où votre deuxième contrat commence, vous dites que ce n'est pas encore décidé si c'est un PGI ou pas. Vous travaillez sur une stratégie d'appel d'offres qui pourrait
viser d'autres types de solutions. Oui, parce que là où on parle d'un PGI, bien, ça aurait pu être un autre type de solution technologique et autres qui serait là, mais la démarche aurait été similaire. Juste ma culture personnelle, best of breed, en quelques mots, c'est quoi? C'est au lieu de prendre une solution où tous les modules sont vraiment intégrés de façon native, là, que ça marche, que tous les processus se suivent et s'emboîtent, on va chercher le meilleur produit qu'il y a sur le marché, par exemple en ressources humaines, le meilleur produit qu'il y a en finance. Et toute l'intégration se doit d'être fait localement. Je comprends. Donc, on est obligé de faire beaucoup de programmation pour aller attacher tous les modules et faire en sorte qu'ils se parlent. Oui, bien, c'est ça. Vous dites localement, mais un best-of-breed, ça peut aussi impliquer un intégrateur là, qui fait le travail. Ah oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un bout de développement qui doit être fait parce qu'il n'appartient pas à un éditeur même, parce que ça peut être 5 éditeurs différents. C'est ça. OK. À votre connaissance, qui est impliqué dans la décision d'aller vers un PGI? Vous dites que vous n'étiez pas dans cette branche-là. Qui était dans l'autre branche? Bien, je pense que c'est plus toute l'équipe d'Alain Dubé qui pilotait ce dossier-là. Est-ce que Mme Savoie est impliquée à votre connaissance dans cette... Oui, elle était très impliquée dans ce volet-là. Beaucoup pour aider les équipes, pour faire toute la démarche qui se doit d'être faite pour être capable de déterminer qu'est-ce qui était la meilleure solution pour la société. Vous, est-ce que vous suggérez à l'interne d'aller vers un PGI plutôt qu'un best-of-breed ou d'autres solutions? Bien, tout ce que je peux avoir dit, c'est ce que je viens de vous dire, Monsieur le commissaire, les enjeux qu'il y a quand on travaille avec un best-of-breed. Êtes-vous impliqué dans l'estimation des coûts des solutions ou de la solution PGI? Non. Qui, à votre connaissance, participe à l'estimation des coûts? Je ne sais pas. Comme je dis, c'était vraiment dans un autre volet du dossier. Et moi, j'ai vraiment travaillé, surtout pendant toute cette période-là, sur la stratégie d'appel au marché et l'élaboration des... Si je vous suggère que vous auriez déjà dit avoir été impliqué à la marge dans l'estimation des coûts, est-ce que c'est possible? Je l'ai vu. Ce que je peux dire, c'est que je l'ai vu, parce que quand j'ai vu le CT qui avait été approuvé, j'ai vu qu'il y avait des montants dedans et c'était la première fois que moi, je voyais les montants. Donc, oui, à la marge, parce que j'ai vu le CT qui a été approuvé. Je vous montre le document Z04, qui est la conclusion du plan de pérennité vers le positionnement PGI. Donc, et donc, je comprends que vous n'avez pas participé probablement pas à ce document-là, en fonction de vos réponses, mais j'ai quand même quelques questions pour vous, notamment à la page 6 de ce document-là. Donc, vous avez ici le document où on suggère d'avoir un PGI. Avez-vous déjà vu ce document-là? Oui, j'ai déjà vu ce document-là. On voit à la page 6, le troisième dico, tout le monde nous l'a dit, une gouvernance forte, une gestion du changement efficace et l'utilisation optimale du PGI sont des facteurs clés du succès. Je pose la question sur la signification de gouvernance forte dans ce point-là, parce que je comprends que c'est un peu votre... on va profiter de votre présence ici pour nous aider sur ces sujets-là. Qu'est-ce que ça veut dire, la gouvernance forte dans un positionnement PGI? Bien, pas nécessairement dans un positionnement, mais dans l'utilisation d'un PGI. C'est certain que ça demande une gouvernance qui est très, très, très bien structurée et qui fait en sorte qu'on a l'adhésion de toutes les équipes, de tous les gestionnaires, si on veut, et de leurs équipes, et qui demande un suivi de projet qui est très rigoureux. Qu'est-ce que ça veut dire, une gouvernance structurée? Nous dire... Bien, c'est un peu ça, être capable de vraiment bien organiser le projet qui fera en sorte qu'on veut implanter ce PGI-là et qu'on ait une approche de gestion de projet et de bureau de programme excessivement robuste pour suivre le projet, parce que c'est des projets de très grande envergure. Donc, je comprends en fonction de vos réponses que vous nous dites que c'est vous qui avez proposé la stratégie d'acquisition d'un PGI, là, les étapes... J'ai fait l'ébauche, si je veux. Ensuite, elle a été discutée avec les gens de la société, avec différents gestionnaires, et ça a monté jusqu'au comité de direction.
Et est-ce que c'est exact que ça a monté, en fait, même jusqu'au Conseil du Trésor? Exact. Donc, vous avez travaillé à tout ce qui a mené ultimement là, à ce qu'on appelle le CT de 2015, là, c'est exact? Pour le volet de stratégie au marché. Est-ce que ça serait quoi les autres volets? Bien, dans le CT, il y a toutes les demandes d'allègement qui découlent, dans le fond, de la stratégie d'appel au marché. Donc, vous établissez une stratégie d'appel d'offres, et là, j'imagine quelqu'un à la gestion contractuelle vous dit ça se peut pas dans le cadre. On s'est fait dire ça très souvent, ça se peut pas. Non, mais là, il y avait un problème législatif, là, ce qui était proposé, c'est ça votre question. Là. C'est ça. Et donc, là, la gestion contractuelle fait, j'imagine, l'arrimage entre qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on doit demander à des dérogations. Exact. Là, tout ça monte jusqu'au Conseil du Trésor. Exact. Vous l'avez lu, le CT 2015, dans le cadre de votre travail? Oui, par la suite, là, quand il a été approuvé, oui, j'ai vu copie du CT. Puis ça a été, est-ce que c'est exact de dire que ça a été un guide pour les étapes, pour vos travaux subséquents? Bien, ça l'a confirmé la démarche et par la suite, effectivement, comment on rédige l'appel d'offres et surtout comment on en fait toutes les étapes d'évaluation. Est-ce que vous en référez souvent dans le cadre de votre travail au CT? À la démarche, oui. À la démarche d'acquisition? À la démarche, parce que... Mais je ne vais pas à ce document-là de façon précise. Une fois que je le sais que c'est correct, on fait les travaux, là. Pourquoi, dans votre stratégie d'appel d'offres, il y avait des étapes de préqualification, ce qu'on appelle les étapes A et B? La raison est relativement simple. Si on ne fait pas ces étapes-là, on a... puis si j'étais dans le privé, je vous dirais, on donne des secrets d'organisation et d'entreprise. Quand on fait un appel d'offres public, avec toute l'information qu'il y avait là-dedans, il y a à peu près tout le monde qui peut venir la chercher. Et cette information-là fait en sorte qu'on rend visible des éléments qui pourraient être des éléments de vulnérabilité. Donc, pour être capable de faire ça de façon beaucoup plus rigoureuse et structurée, on a fait en sorte de faire un appel de proposition A pour aller, dans un premier temps, trouver les éditeurs qui rencontraient un certain nombre de critères minimaux de base pour dire oui, ça peut être utilisé comme un PGI, c'est correct. Et de la même façon, aller voir quels étaient les intégrateurs qui étaient en mesure de répondre aux besoins en termes de personnel, de méthode, etc., qui étaient certifiés sur les éditeurs qui avaient préalablement été identifiés. Donc, ça nous permettait d'être certains que là, on avait 2 éditeurs qui avaient été identifiés, Oracle et SAP, que ceux qui venaient se certifier, qui venaient à être qualifiés comme étant un intégrateur, étaient aptes à répondre aux besoins sur les 2 éditeurs qui étaient là. Donc, il y a des firmes qui se sont qualifiées sur un seul éditeur, des firmes qui se sont qualifiées sur les 2 éditeurs. Et donc, vous dites que vous avez utilisé le mot vulnérabilité, là, donc c'est de la vulnérabilité des éditeurs, à ce que je comprends. Non, ce que je dis, c'est quand on rend comme un appel d'offres Alliance, par exemple, s'il n'y a rien eu avant, tout le monde peut venir chercher versus SEAO cet appel de proposition-là. Si on dit là-dedans qu'il y a une problématique quelconque qu'on veut résoudre, par exemple sur le plan TI ou autre, on vient de rendre public ou presque les vulnérabilités d'une organisation ou des secrets, si je suis dans le privé, des secrets de recherche que je suis en train d'avancer et qui me fait perdre un avantage concurrentiel. Mais c'est quoi les avantages concurrentiels à la SAC? Mais il n'y en a pas, mais c'est le fait de fournir à l'ensemble de la population, ou à peu près, toute l'information qui concerne la société et que n'importe qui aurait été en mesure de venir chercher. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans l'appel d'officier qui était sensible comme information? Bien, vous avez tous les processus, vous avez toute la définition de qu'est-ce qui est, je dirais, le portrait informatique. Quels sont tous les systèmes, comment ils parlent. Donc, on donne vraiment l'ensemble de l'information qui pourrait faire en sorte qu'on ouvre l'esprit à certains hackers d'aller faire des choses. On donne une information très sensible à tout le monde. Est-ce qu'on pourrait afficher la pièce 14P13, qui est le CT 2015, pour la témoin?
Donc, 14P13 à la page 3. On voit la page 3, un peu plus bas. Ah, oh, vous avez, ouais, juste au-dessus du titre F. On voit qu'une troisième alliance, en fait, à cette étape, la société retient 2 alliances. Donc, on est à l'étape du dialogue compétitif, vous vous souvenez? Oui. C'est-à-dire les 2 soumissions ayant obtenu le plus de points et ayant obtenu la note de passage. Seules ces 2 alliances passent à l'étape suivante. La société retiendra une 3e alliance avec une firme de services professionnels différente si les 2 finalistes retenus proposent la même firme de services professionnels. Pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi vous avez fait cette... surtout la dernière phrase qui m'intéresse, la possibilité d'une 3e alliance? J'essaie juste de me repositionner, là. C'est certain que dans le coût d'un projet comme celui-là, la partie des services professionnels est très, très, très importante. Et en faisant ça, on se donnait l'avantage d'être capable d'avoir une compétition plus accrue, advenant le cas où c'était la même firme qui aurait à la fois, le même intégrateur, qui aurait à la fois soumissionné, par exemple, sur Oracle et sur SAP. Donc, vous vouliez éviter qu'à l'étape finale, il y ait, dans le fond, un seul intégrateur qui vous propose 2 produits différents. Exact. Et donc, effectivement, que ça garantit pas d'avoir le meilleur prix pour la société, on s'entend? Surtout que ce volet-là est le plus coûteux. Ouais. Pourquoi vous n'avez pas fait la même chose pour les éditeurs? En tout cas, pour ma part, j'en voyais pas la pertinence. Vous ne voyez pas la pertinence ou le danger qu'il y ait un seul éditeur qui se rende jusqu'à la fin du processus? Non. Ça aurait été un ou l'autre. Parce que, comme je disais, comme les premières phases sont d'évaluation de qualité, bien, dans la mesure où l'éditeur a la qualité qu'il faut pour être capable de passer plus loin, que ce soit la même solution que ça a été, ça n'aurait pas été grave, là. Mais là, je vous remets vos paroles de tout à l'heure. Vous avez dit que c'est un problème si on a un seul intégrateur à la fin pour la concurrence. Ouais. Il n'y a pas le même problème s'il y a un seul éditeur à la fin pour la concurrence? Bien, l'éditeur qui vient répondre directement aux besoins d'affaires. Donc, c'est important d'être capable de trouver celui qui va répondre le mieux comme solution d'affaires. Les services professionnels, d'une certaine façon, ça peut être interchangeable. Dans la mesure que ce qui est la base là-dedans, c'est la solution. Les services... Il y en existe combien d'éditeurs? Je vois Oracle, je vois SAP. Il y en existe combien d'éditeurs mondialement? C'est ça, ça dépend des marchés. Parce que, je dirais, c'est quand même les 2 plus grands, mais il y en a... La question, est-ce qu'il y en existe d'autres? Il y en existe d'autres dans des domaines d'industrie particuliers, comme en éducation ou autre. Il y a d'autres produits qui peuvent faire concurrence à SAP ou à d'autres éléments qui sont un peu plus spécialisés. Je comprends. Mais je reviens à la concurrence, Mme Chagnon. Pourquoi votre inquiétude sur l'absence de concurrence des intégrateurs ne s'applique pas aux éditeurs? Parce que, comme je dis, l'éditeur, c'est celui qui répond à mes besoins d'affaires. Mais je ne vous parle pas de qualité, Mme Chagnon, je vous parle de concurrence. Bien, je ne vois pas qu'on puisse faire de la concurrence à ce niveau-là. Ce qui est requis, c'est de répondre aux besoins d'affaires. Si la solution A ne répond pas aux besoins d'affaires et que la solution B le fait, pourquoi je devrais poursuivre mon travail avec les 2 solutions s'il y en a une qui ne répond pas aux besoins? Ce qu'on veut faire, c'est satisfaire les besoins d'affaires. C'est pas du tout la même chose quand on parle des services professionnels. Je vais vous dire où pourrait être le problème. Là, je vais vous divulgacher un peu la fin de l'histoire. Est-ce qu'il y avait plusieurs éditeurs aux étapes finales de l'appel d'offres? Aux étapes finales, il restait que SAP. Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'au moment du dialogue compétitif,
la décision sur l'éditeur, elle est finale, elle est faite. Oui. On sait qu'au moment du dialogue compétitif, ça va être SAP qui va gagner le contrat. Dans ce cas-là, oui. Parce qu'elle répond à vos besoins, c'est ce que vous avez dit. C'est ça. Est-ce que SAP avait fixé son prix final sur la valeur de ses services ou de son produit? J'en ai aucune idée parce que j'ai pas vu les enveloppes de prix, moi. Mais à quoi servait le dialogue compétitif? Le dialogue compétitif était avec l'Alliance, qui est la combinaison des deux, et portait sur n'importe quel élément qui pouvait être à l'intérieur de la solution ou des services qui étaient offerts. Il y a eu beaucoup de travail lors des dialogues compétitifs au niveau de la qualité ou de l'expertise des ressources qui étaient là et certains éléments de clarification concernant la solution. Il faut savoir que, puis il y en a d'autres qui vous ont parlé de ça, la notion des RICEF. Donc, la solution répond pas... Je ne sais pas si on peut... allez-y, là, mais... Mais j'irai vraiment pas loin là-dedans. Il y a des éléments de la solution qui sont effectivement à l'intérieur de la solution offerte par l'éditeur, mais il y a des bouts qui ne sont pas comblés, qui demandent du développement, et ça, c'est les services professionnels qui couvrent ce volet-là. Je comprends, mais je reviens au choix de l'éditeur. Je vous soumets que le but du dialogue compétitif, c'est que l'Alliance puisse raffiner son prix. Est-ce que c'est exact? En fonction de ce qu'elle découvre au dialogue compétitif? Son prix et la façon de rendre ses services. Mais est-ce que l'Alliance s'est commis de manière finale à son prix avant le dialogue compétitif? Je vous soumets que c'est non. Non, parce qu'elle a déjà déposé une enveloppe de prix, mais qui ne sera pas ouverte au moment où on fait le dialogue compétitif. Donc, qui est mis de côté jusqu'au moment où on fait l'analyse du CTP. Et donc, l'enveloppe de prix finale, elle est déposée après le dialogue compétitif? Oui. Après que avec la soumission amendée, il y a une enveloppe de prix qui, elle, va être traitée par la suite. Et donc, SAP qui participe à l'Alliance, c'est au moment du dialogue compétitif qu'elle va être sélectionnée, mais vous êtes d'accord avec moi qu'elle n'a pas soumis son prix final encore? L'Alliance n'a pas soumis son prix final. Mais ce qui comprend les coûts de l'éditeur? Oui, mais les deux alliances négocient avec SAP en arrière. Madame Chagnon, c'est quoi le pouvoir de négociation des intégrateurs si SAP sait qu'elle va gagner l'appel d'offres de toute façon? Bien là, regarde, c'est plus... Vous n'êtes pas intéressé à ça? Ça, c'est l'avis du monde de la consultation à cet égard-là. Quand un intégrateur travaille et a des certifications avec SAP, bien, ils ont des éléments, des avantages et autres dont je ne peux vous donner la teneur. Là. Mais donc, de votre expérience, est-ce que vous jugez que c'est un problème que quelqu'un sache qu'il remporte un appel d'offres sans avoir déposé son prix final? J'ai de la difficulté avec votre question parce que c'est l'Alliance qui dépose un prix. Mais vous êtes d'accord avec moi que le prix de l'Alliance comprend le produit SAP? Il y a une partie du produit, c'est vrai. Et que ce prix-là n'est pas fixé avant l'enveloppe finale de l'Alliance? Je fais attention à répondre à votre question parce que l'enveloppe de prix, elle a déjà été déposée et elle peut être comparée quand on arrive à l'analyse du CTP. Donc, l'étape préalable, l'enveloppe préalable, peut être ouverte au moment où le CTP est évalué et les gens qui font cette analyse-là sont en mesure de voir les différences. Mais SAP participe au dialogue compétitif, c'est exact? Bien, c'est l'Alliance. Oui, mais SAP est là. C'est-à-dire qu'ils sont deux là, dans l'Alliance. Exactement, les deux sont là. Il y a LGS, il y a SAP, participe. Si l'Alliance découvre des choses dans le dialogue compétitif, elle peut modifier son prix. Oui. Parce qu'elle les découvre, elle nous répond différemment et modifie son prix. Moi, vous avez des questions, M. le Commissaire, sur la stratégie de l'appel d'offres. Je passerai à un sujet suivant, sur le concept du contrat. Oui. Le concept du contrat qui a été mis sur pied. De quel contrat vous parlez? Le contrat d'alliance, de l'appel d'offres qui a mené au contrat, okay. Là, en tout cas. On va parler okay. dans le cadre de l'appel d'offres C, le contrat qui a mené à ça, ou l'appel d'offres lui-même. L'appel d'offres C auquel vous avez contribué, à votre connaissance, c'était quoi l'intention? Est-ce que c'était un contrat qui était à ce qu'on appelle temps matériaux ou à forfait? C'est un contrat qui se voulait en partage de risque. Donc, ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre.
Est-ce que ça, c'était, est-ce que je comprends une innovation dans cet appel d'offres-là? Pour le gouvernement, oui. Et vous avez proposé cette innovation-là au gouvernement? Oui. Je vous montre un document, le document Z28. À ma connaissance. Hein. Peut-être que ça a été utilisé déjà, mais à ma connaissance. Qui a été coté sous 35 pays 165. Merci, Mme Lagravière. On voit ici, est-ce que ce document-là vous rappelle quelque chose? Oui. Oui. Pouvez-vous nous décrire qu'est-ce que... Bien, là, c'est d'aller plus loin dans les pages. Ça parle de stratégie commerciale, donc Vous oui. l'avez vu dans quel contexte? Vous l'avez conçu? Vous l'avez vu? Ou, Si vous me montrez les pages suivantes, je vais pouvoir vous aider. Allez-y. Je ne sais pas si on peut montrer tranquillement. OK. Donc, c'est vraiment l'approche gagnante-gagnante avec le partage de risques. Exactement, oui. D'accord. Dans quel contexte vous avez vu ce document-là? Je pense même que j'en ai écrit une ébauche. C'est ce qui serait logique à ce que je comprends, puisque c'est votre stratégie. Est-ce qu'on peut aller à la page 4 du document? Un peu zoomé. Je ne sais pas s'il y a un moyen de reculer un peu. Mais je pense qu'on voit là, pour l'instant les sections qui m'intéressent. On voit donc ça, si je comprends bien, là, on oppose les modèles traditionnels des appels d'offres avec les modèles non traditionnels. C'est exact? Exact. C'était une étude qui avait été faite par Secor KPMG. Et donc, vous vous basez là-dessus. On sent que le document là, vise à nous convaincre d'utiliser un modèle non traditionnel. C'est exact? Le partage de risques, surtout quand on est en mode de faire de l'innovation et qu'on veut faire en sorte de créer de la valeur et qu'on veut aussi, comme c'est indiqué là, être capable de s'assurer des résultats et faire des partenariats d'affaires. Quelques questions pour comprendre là, ce document-là. Si on regarde la troisième ligne en partant du haut, là, on voit une opposition entre emphase sur le prix et emphase sur la valeur. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est au niveau d'emphase sur la valeur, c'est qu'on veut être capable de créer de la valeur d'affaires dans une organisation et non pas juste gérer un prix. Mais vous êtes d'accord avec moi que dans tous les cas, quand on achète quelque chose, on veut que ça ait de la valeur pour l'organisation, là? Oui, mais le prix n'en est pas garant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que c'est pas parce qu'on va payer cher quelque chose qu'on va avoir de la valeur. Donc, on s'intéresse à la qualité de ce qu'on reçoit. Exactement. Qu'est-ce que ça m'apporte comme organisation? Mais ça, même dans des modèles traditionnels, là, si je prends l'exemple classique du modèle traditionnel, le contrat forfait, vous êtes d'accord avec moi qu'on s'intéresse à ce qu'on reçoit aussi. Là. On ne s'intéresse pas juste au prix. Oui, mais souvent, dans ce cas-là, ça va être fait complètement par le fournisseur, avec peu d'implication des gens de l'interne, etc. Donc, ça apporte moins, par exemple, de transfert de compétences ou de capacité d'être capable de travailler avec la résultante par la suite. Mais on peut définir des critères de qualité même dans un modèle traditionnel, là. Vous êtes d'accord? On peut. Puis ensuite, la ligne suivante, là, emphase sur les livrables versus emphase sur les résultats. Pouvez-vous m'expliquer la différence? Là, vous me demandez de faire l'analyse que KPMG a fait et je ne suis pas en mesure de vous la faire de façon précise. Je n'ai pas produit ce document-là. Bien là, vous m'avez dit le contraire. Il y a quelques sections que vous avez contribué à cette présentation-là. Oui, mais cette page-là, vous envoyez la source, là, oui. Études comparatives sur les stratégies gouvernementales, regroupement des partenaires de technologie KPMG. C'est pas moi qui l'ai fait. Je vais vous poser la question autrement, c'est-à-dire, c'est que vous avez pris connaissance de l'étude de KPMG, vous avez jugé bon de le mettre dans une présentation que vous avez, en tout cas, ébauché. Faites l'ébauche, etc. À peut-être juste, peut-être dire effectivement pourquoi vous avez emmené ça, vous avez importé ça, puis qu'est-ce que vous en retenez de ça là, pour pouvoir le transmettre aux autres? C'est plus d'un PowerPoint, généralement. Là. Ouais. Alors, vous comprenez le sens de ma question? Je comprends le sens. Prenez le temps de le lire. Là. Ouais, mais il n'y a pas de piège, là. Lisez, là, puis après ça... Mais je vais vous dire très clairement, cette page-là, c'est un ajout de M. Carl Malenfant, qui avait participé à cette rencontre-là, là, des études, des partenaires et autres, et qui, dans le fond, donnait un appui à la stratégie que j'avais élaborée. Ça, c'est fondamental, de répondre ça, parce qu'effectivement, on vous montre des documents, mais bien évidemment, il serait
totalement inéquitable envers vous de vous faire ou de vous juger à propos d'un document qui ne vous appartient pas. Donc, ça, cette page-là, elle provient de M. Malenfant? Elle vient de cette rencontre-là et elle donnait, elle contribuait à expliquer d'une certaine façon la stratégie qui était élaborée. C'était comme un point d'appui supplémentaire. C'est parfait. D'autres questions? Et c'était quoi la stratégie que vous proposiez? Bien, celle de faire du partage de risques. Donc, une stratégie d'innovation. Exactement. Donc, toute la partie de gestion était appuyée sur une approche de partenariat avec partage de risques. Et vous vous fondez sur ces modèles non traditionnels-là pour arriver à... en tout cas, vous vous fondez sur l'innovation possible pour proposer un nouveau modèle, le modèle du partage de risques. Mais ce n'était pas un modèle inexistant. Ça avait déjà été utilisé antérieurement dans des grands projets. Dans quel projet? Il a été utilisé dans le projet d'Hydro-Québec. Il est utilisé régulièrement dans des projets de construction ou autres. Là. Puis en quelques mots, c'est quoi le partage de risques? C'est quand même assez complexe à expliquer. Je vais essayer de le rendre assez simple. C'est dans le cœur de mon mandat. OK, je vais essayer de l'expliquer de façon... J'aimerais ça le comprendre, moi aussi, donc allez-y. Vous avez probablement une présentation qui explique ça. Tout à fait. On peut bouger les pages. Ça va être beaucoup plus simple de l'expliquer. Bon, cette page-là, non, mais déjà là, on en comprend une bonne partie. Ce qu'on fait, c'est on a un éléphant devant nous, c'est pas compliqué. Fait que si on veut être capable de passer à travers, il faut le manger bouchée par bouchée. Donc, ce qu'on fait, c'est on prend l'ensemble de notre programme qui était réalisé, on le découpe par livraison, et dans chacune de livraisons, on fait ce qu'on appelle des lots de travail. Donc, ça devient comme un plus petit projet à l'intérieur d'une livraison et d'un grand projet. Et pour ce petit projet-là, on donne tous les paramètres comme si on faisait un projet de façon standard. Donc, on donne c'est quoi les objectifs, c'est quoi la durée, combien de ressources ça prend, combien ça va coûter. Fait que là, on voit comme le petit carré qui est à droite, c'est la déclinaison de ça en termes de détails sur qu'est-ce qu'on se trouve à avoir dans ce lot de travail-là. Mais ça, Mme Chagnon, il n'y a rien d'innovant là-dedans. Non, continuez. Continuez. Oui, je pense qu'on demande de poursuivre, Mme la greffière adjointe, les pages suivantes. Vous pouvez aller plus loin encore. On voit donc... Et encore. Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ça aussi, vous venez de nous l'expliquer, les ententes de l'eau. Exact. On peut continuer. Ouf. Si on arrive au partage de risque, c'est là que vous vouliez en venir, j'imagine? Exactement. Puis vous avez des petits graphiques qui sont peut-être plus simples. Attendez, madame, j'ai une intervention. Juste simplement passer le commentaire que lorsqu'on voit la page à l'écran, Mme la greffière, c'est possible de réduire l'affichage parce que le témoin ne peut certainement pas voir l'ensemble de la page. C'est faisable, Mme la greffière adjointe? Un PDF, ça devrait. Ah, c'est mieux. Donc, ce qu'on détermine, c'est, on a notre lot, là, ce que j'ai dit, le petit projet qu'on a déterminé. On s'entend au départ qu'on met 10 ça pourrait être un autre montant dans un autre dossier, dans celui-là, c'était ça, on met 10 en partage de risque à chacun des lots. Donc, dans ce lot-là, si je fais, comme on le voit là, mon travail et que je réussis à faire tout ce que j'avais à faire avec 5 de moins de budget, fait que là, j'ai mis 10 en partage de risque, mon coût réel de l'eau est à 95 %. Donc, mon 5 il devient un élément qu'on partage. Donc, il y a toute une mécanique assez complexe, mais on prenait ce montant-là, puis on dit, OK, on l'a fait à 5 de moins. Donc, 2,5 s'en va à la société, 2,5 s'en va à l'Alliance, et on met ça dans une banque, un petit coffre-fort. On met ça là. On fait un autre lot. Disons qu'on s'en va là, plus loin au 3e où j'ai un 10 de débordement. Donc, pour mon lot, là, le 10 que j'avais mis en partage de risque, il n'existe pas, je ne suis plus capable, je ne réussis pas. On a travaillé 10 de plus. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Donc, le 10 de plus, bien, il vient chercher les argents que j'ai mis dans mes petits coffres-forts. Et si j'en ai plus dans les coffres-forts, on réduit les taux, et les taux peuvent même aller à un coût nul.
On va revenir sur plusieurs aspects. Il y a une chose que vous avez dit avec laquelle je suis d'accord. Vous avez dit que c'est complexe comme formule. Ça, je suis d'accord avec vous, Mme Chagnon. Mais je pense que ce modèle-là embrouille peut-être les catégories classiques qu'on connaît là, dans le contrat à forfait puis le contrat temps matériaux. Êtes-vous d'accord avec moi? Bien, je ne suis pas sûre que ça modifie ou ça complexifie parce que chacun des petits projets devient un projet en soi qui a ses caractéristiques puis qui est approuvé en fonction des objectifs qui ont été fixés, etc. Fait que ça, c'est la même chose que dans un projet standard. Dans un projet standard qui est un projet à forfait ou à temps matériaux, selon ce que vous connaissez? Bien, c'est plus, dans le contexte de ce que vous dites, c'est plus à forfait. Parce que temps matériel, c'est aussi longtemps que... Ça prend 1000 heures au lieu d'en prendre 100, ça en a pris 1000. Donc, pour vous, là, ces lots-là, ça s'assimile à des contrats forfaits? C'est plus près d'un contrat à forfait que d'un temps matériel. Donc, quand on regarde le contrat en général ou l'appel d'offres C en général, si on prend peut-être une des composantes de ces catégories-là contractuelles, est-ce que vous diriez qu'il y a un livrable qui est déterminé dans l'appel d'offres C? Est-ce qu'on doit produire du côté de l'Alliance quelque chose qui est fixé? Qu'est-ce que vous entendez par fixé? Est-ce que ce que l'Alliance va nous livrer comme société d'assurance automobile, est-ce qu'il est déterminé dans l'appel d'offres ou c'est variable, ça dépend au gré du contrat, selon ce que le client souhaite, comme on verrait dans un contrat temps matériaux? Non, je veux dire, quand même, la portée est identifiée, les livraisons sont là. L'Alliance a déjà déterminé dans quelle séquence elle ferait les travaux. Je pense même que tous les lots sont détaillés dans la soumission qui ont été faites par les alliances. Là. Donc, la portée, elle est déterminée dans l'appel d'offres, selon vous? Là. Oui. Elle est fixée. Et donc, quand vous parlez de l'innovation des lots, en fait, c'est un simple découpage. Est-ce que je me trompe? Bien, l'innovation, c'est qu'utiliser déjà un PGI, c'est faire de l'innovation. Non, mais là, je parle du mécanisme contractuel, Mme Chagnon, pas du PGI. Bien, une innovation, par rapport à ça, c'est que c'est peu courant. Non, mais c'est parce que là, vous nous parlez des lots. Et là, moi, j'essaie de faire le rapport entre les lots et le contrat en général. Alors, si vous me dites que les lots ressemblent à des contrats forfaits, puis que la prestation dans le contrat au complet est fixe, est-ce exact que les lots, c'est un découpage de ce qui est prévu dans le contrat? C'est un découpage de ce qui est prévu dans le contrat par le programme, les livraisons, les lots. Donc, on veut X, puis on va vous livrer en 20 morceaux différents en fonction des lots qu'on détermine. Exact. Et pour chacun des lots, il y a une autorisation à procéder, il y a une évaluation à la fin et il y a aussi une retenue qui est faite sur chacun des lots jusqu'à la fin du programme. Et dans votre tête, quand vous rédigez l'appel d'offres, est-ce qu'on peut changer le X, là, ou ce qui est prévu dans l'appel d'offres du côté de la société, ou c'est fixé dans le contrat? Bien, moi, le contrat, j'en ai pas la teneur totale. Là, dans l'appel d'offres? Dans l'appel d'offres, ce qui était requis pour la société est décrit dans l'appel d'offres. Donc, on détermine qu'est-ce qu'on veut d'une manière fixe? Bien, dans la soumission qui a été produite, c'est déterminer ce que l'Alliance va livrer. J'ai vu dans un document, je ne sais pas, on peut peut-être l'afficher ou pas, dites-moi si c'est nécessaire, que les ententes de lot dont vous faites référence, ça diminue le risque d'incertitude contractuelle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dit quelque chose? Bien, c'est parce qu'on l'amène à une portée beaucoup plus petite. On divise en morceaux. Bien oui, parce que sinon, c'est un projet, vous savez, combien de millions ça concerne. On ne peut pas gérer ça comme ça. Il faut être capable de se donner des mécanismes pour avoir une capacité de gestion qui est réaliste. Mais est-ce que je me trompe? Il n'y a pas grand-chose d'innovant là-dedans de découper un projet en différents lots, là, dans la mesure où qu'est-ce que ça change au niveau de l'incertitude contractuelle, ces lots-là? Mais comme je disais tantôt, on a un gros morceau qu'on essaye de rendre le plus petit possible pour justement réduire l'incertitude. Quelle incertitude? Dans n'importe quel projet, il y a des éléments d'incertitude. On ne peut jamais, surtout dans un appel d'offres et dans des soumissions, avoir donné l'infime détail qui pourrait avoir une répercussion. Là. Mais des risques, je reviens à ma question, quels risques? Des risques de délai, de coût ou de portée?
tous les délais tous les risques sont possibles. On peut avoir un risque de compétence, on peut avoir un risque de solution qui n'est pas performante. Mais si on a déjà défini dans notre contrat qu'est-ce qu'on veut, en quoi le diviser en 20 lots, ça change quelque chose sur le risque? C'est une capacité de gestion. Donc, c'est juste qu'on voit venir au fur et à mesure qu'est-ce qui va mal. Puis on est capable de réagir plus rapidement. Et donc, au niveau des coûts, le fait de diviser en lots, bien évidemment, si on a fait 1, 2 ou 3 lots et que ça se passe mal, bon, on sait réagir pour les 17 suivants. Bien, c'est certain. Et en plus, la façon dont la contingence avait été demandée, c'est la contingence a été appliquée par livraison et elle était influencée par la portée de la livraison, sa complexité, son niveau d'innovation. Et donc, par exemple, la contingence, le pourcentage qu'on met de contingence à la livraison 1 était moins important que pour la livraison 2, où il y avait beaucoup d'innovation à faire. On va y revenir à la contingence. Moi, je suis juste sur la compréhension de qu'est-ce qu'on doit recevoir comme produit. On peut peut-être remonter d'une page ou deux, je parle à la page 8. Toujours dans le même document. Alors, on voit ici à quoi vous faisiez référence, l'élaboration d'une entente de lot pour chaque lot de travail. On voit les objectifs poursuivis, les livrables à produire, les efforts requis de la SAC du fournisseur, le calendrier, le budget, les critères d'acceptation. Avez-vous réfléchi au moment de rédiger l'appel d'offres? Qu'est-ce qui se passait si on ne s'entend pas entre le fournisseur et la SAC sur l'entente de lot? Bien, il faut qu'ils négocient, ils n'ont pas le choix. Donc, dans l'appel d'offres, on a inclus un principe d'entente de lot où il faut qu'on renégocie à chaque entente de lot des paramètres du contrat. Là, vous essayez de me faire dire quelque chose que je n'ai pas dit. Bien, alors, clarifiez-nous. Je ne veux pas vous faire dire quelque chose que vous ne dites pas. L'entente de lot visait à, comme je disais tantôt, à portionner, donc à donner des balises, des barrières, une finalité à un morceau qui devenait un projet en lui-même et qui devait être réalisé. Il faut qu'on s'entende sur c'est quoi les objectifs de cette étape-là, qu'est-ce qu'on va livrer. Dans ce cas-là, les efforts, combien il y en a de la société, combien il y en a de l'Alliance, à quel budget on va le faire, c'est quoi notre calendrier. Il faut qu'ils s'entendent là-dessus. C'est ça, quand je parle de négocier, il faut qu'ils s'entendent sur ces paramètres-là pour obtenir l'acceptation de dire « OK, on commence ». Donc, il y a un travail de planification, d'organisation avant le début de chaque lot. Donc, je comprends. Puis effectivement, je ne vais pas vous faire dire des choses que vous n'avez pas dit. C'est effectivement un travail de portionnage, je ne sais pas si le terme existe, le commissaire, mais de mise en portion. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne s'entend pas sur cette mise en portion-là dans le cadre du contrat? Bien, je présume qu'il y a des clauses au contrat qui permettent de faire un arbitrage quelconque, là. Mais vous n'avez pas de souvenir de ça? Avez-vous réfléchi à ce risque-là contractuel de ne pas s'entendre sur les ententes de l'eau? Bien, j'ai jamais vu que ça arrivait, moi. Vous n'avez jamais vu de mésentente sur une entente de l'eau? Sur un lot à réaliser. Mais j'avoue, je dois vous le dire, que j'ai pas travaillé pendant beaucoup de temps, moi, dans les parties réalisation des projets. Beaucoup plus des étapes de départ. Je sais que ça fonctionne dans un bureau de programme, ce mode de cette approche-là. On a traité maintenant d'une portion peut-être de la balance, du livrable. Donc, on s'est entendu, à ce que je comprends, que le contrat fixait un livrable et que les ententes de l'eau étaient de la mise en portion de ce livrable. La mécanique pour être capable de réaliser. De diviser le livrable en plusieurs étapes, c'est exact? Oui. Maintenant, on va aller de l'autre côté, du côté des coûts. Est-ce qu'il y avait un coût fixe pour obtenir ce livrable-là dans le contrat ou dans l'appel d'offres? Bien, le coût était global, il n'était pas nécessairement associé à chacun des livrables, à ce que je me souvienne, là. Donc, l'appel d'offres prévoyait, selon vous, un prix fixe pour obtenir les livrables qu'on identifiait, ou les livrables qu'on identifiait? Bien, il y avait l'ensemble des efforts et des coûts qui étaient dans l'enveloppe, qui étaient utilisés pour faire le calcul de coût de propriété. Donc, dans l'appel d'offres, selon vous, on arrive à un montant, puis ce montant-là, il est fixe.
Bien, il y a un coût pour la réalisation, il y a un coût pour, par la suite, la mise en service, je pense, puis l'exploitation. C'est des rubriques différentes de coûts qui ont été identifiées pour arriver effectivement à un montant total à la fin, là. Mais ça, Mme Chagnon, c'est donc ce que vous nous décrivez exactement un contrat forfait. Est-ce que c'est exact? Bien, moi, je ne peux pas vous répondre à ça. Vous n'avez pas réfléchi à ça? Non, je ne peux pas vous répondre à ça parce qu'il y a une mécanique derrière qui fait que il est possible que pour des portions du projet, le fournisseur soit obligé de mettre des sous additionnels, lui, de son côté, pour réaliser, ou obtenir un gain. Parce que la partie partage de risque, si tout va bien, j'ai mis de l'argent dans une cagnotte. À la fin du programme, si tout va bien tout au long du programme, il y a une partie de la cagnotte qui est redonnée au fournisseur, à l'Alliance. Ça, on n'a pas ça dans un préfixe. OK. Donc, ça, pour vous, on va parler effectivement de cette portion-là, partage de risque ou de cagnotte, comme vous dites. De quelle manière vous avez pensé, en rédigeant l'appel d'offres, gérer les dépassements de coûts si on n'arrivait pas à faire le projet avec l'enveloppe, avec le prix initial? Bien, vous avez vu dans les mécanismes, bien, peut-être pas, là, mais il y a si il dépasse les coûts dans le partage de risque, il y a une réduction des tarifs. Puis, à un moment donné, le tarif est à coût nul. À quel endroit ça se trouve dans l'appel d'offres que le tarif est à coût nul? De mémoire, on l'a ajouté dans les addendas. Donc, vous êtes d'accord avec moi que dans l'appel d'offres initial, il n'y avait pas de taux nul? Non, je pense qu'on allait à 30 ou à 50 de réduction de tarifs. Et on a demandé, il y a eu des demandes de précision pour le partage de risque. Et on a ajouté à ce moment-là, en refaisant toute l'analyse, si on veut, de la mécanique, qu'il fallait qu'on aille avec un taux nul quand il y avait un dépassement. Alors, dans l'appel d'offres initial, qu'est-ce qui empêchait un dépassement de coût s'il n'y avait pas de taux nul? Je ne suis pas capable de vous répondre. Je pense que vous n'imaginez pas l'envergure de cet appel de proposition-là et tous les éléments de réflexion qui ont dû être pris en compte et le fait que c'est possible qu'il y ait un élément qui nous a échappé à toute l'équipe, là. Bien, moi, je vous suggère la réponse. Je pense que derrière ces grands concepts-là de partage de risque ou d'innovation, on a oublié un petit détail dans l'appel d'offres initial. C'était qu'est-ce qui se passait s'il y avait un dépassement de coût. Est-ce que c'est possible? Comme je vous dis, on a rajouté la notion de coût nul et par la suite, peut-être. Je ne peux pas vous dire que non. Possible, pas possible. Possible qu'on n'y avait pas pensé au dépassement de coût. On pourrait peut-être montrer à la témoin la pièce Z29. Est-ce que je ne suis pas le seul, Mme Chagnon, à me poser la question, dans l'appel d'offres initial, comment on gère les dépassements de coûts? On voit la pièce Z29, page 3. Alors, vous nous avez dit que c'était possible qu'on ait oublié de se pencher sur... Pourquoi on ne l'a pas sur notre liste? Moi, je passe de... Ah non, effectivement, il n'y a pas de Z. C'est Z30. une notation qui a changé. C'est dans l'appel d'offres. Donc, la pièce 35 P198, le dossier de fichier de l'appel d'offres dans les addendas. Pardon, Monsieur le Commissaire, il avère que les pièces qui nous ont été transmises s'arrêtent à Z78. Oui, mais il y avait un dossier sur l'appel d'offres C qui vous a aussi été transmis en même temps. Donc, effectivement, il n'y a pas de code Z pour ces... Mais c'est le dossier d'appel d'offres lui-même, l'appel d'offres C. Est-ce que c'est les addendas tous? Effectivement, là, il est à plusieurs endroits, mais on peut prendre le fichier addenda tous. Le document a 158 pages, ça pourrait être précis. Exactement, mettre la prise. Donc, je m'intéresse à la page 3, Mme la greffière, de ce document de 158 pages.
peut-être avant d'afficher, vous vous rappelez, on peut, avant d'afficher, pouvez-vous nous expliquer à quoi servait la contingence? Là, je comprends que la contingente servait à gérer ces dépassements de coûts-là. Est-ce que c'est exact? La contingence, bien, comme dans n'importe quel projet, c'est s'il y a un dépassement, on va dans la contingence. Ça, c'est là qu'on va en premier. Et comme je disais, elle avait été normalement répartie en fonction du risque et de la durée de l'innovation de chacune des livraisons. Et donc, s'il y avait un dépassement de coûts, ce qu'on utilisait, c'était la contingence? Normalement, oui. Mais dépendamment de la mécanique que j'ai expliquée tantôt, on allait dans la cagnotte, on allait dans ce qui avait été ramassé comme étant une contingence de livraison. Et c'est là qu'on allait chercher les... Donc, d'abord dans la cagnotte, là, en banque, ensuite dans la contingence. De livraison. De livraison, puis ensuite dans la contingence générale. Bien là, ça dépendait de comment le PQP a été monté là, par la suite, là. Le plan qualité de programme. Qui est arrivé beaucoup plus tard. Puis là, j'y reviens à ma question initiale. Les vrais dépassements de coûts, ceux qui dépassent la contingence, on passe toutes ces étapes-là. Qu'est-ce qui arrive si on dépasse la contingence générale puis qu'on a tout vidé? Et vous m'avez répondu... Je ne suis pas capable de vous répondre. Peut-être qu'on a oublié là, cette étape-là. Je ne suis pas capable de vous répondre. On va aller voir la question qu'a posée un fournisseur dans le cadre de l'appel d'offres. La question 7, un fournisseur qui demande si la totalité du montant de la contingence a été dépassée, comment sera géré les dépassements? Vous rappelez-vous de cette question-là? Non. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez contribué aux réponses de l'appel d'offres. Je présume que vous étiez impliqué à cette étape-là. Oui, mais on était à peu près 60 à répondre à des addendas. Mais sur le partage de risques, on peut présumer que vous avez été consulté? Pas nécessairement, ça pouvait être les gens du bureau de programme. D'accord. Et là, si on lit la réponse, c'est un risque que l'on doit gérer. Le concept par l'eau nous aidera à voir venir ce genre de situation. Je vais m'arrêter là. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Les lots sont censés nous permettre de voir à l'avance si on va avoir des dépassements de coûts. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Mais est-ce que ça nous dit qu'est-ce qu'on fait si on dépasse les coûts du contrat en général, les lots, les ententes de lots? J'étais à la première phrase de la réponse. Oui, mais que... Non. Vous êtes d'accord avec moi que les ententes de l'eau, ça ne nous indique rien sur qu'est-ce qui se passe si on dépasse le 458 millions du contrat ou le montant total du contrat. On fait juste le savoir à l'avance. Je ne peux pas vous dire la mécanique qui peut être appliquée. Ensuite, on voit la deuxième phrase, la société ne prévoit aucune augmentation à l'enveloppe budgétaire. Est-ce que vous comprenez ici, si on a toujours notre réponse, qu'est-ce qui se passe si on dépasse les coûts prévus au contrat? À mon avis, c'est une question de négociation et à la limite, on peut mettre fin au contrat. La société répond, là. La société ne prévoit aucune augmentation de l'enveloppe budgétaire. Là. Fait que finalement, c'est peut-être que vous n'avez pas c'est peut-être pas vous qui avez répondu, mais quelque part... La réponse est là. C'est ça. Bien, moi, je vous soumets que la réponse n'est pas là, Mme Chagnon. Est-ce que vous êtes d'accord qu'une enveloppe budgétaire puis le coût du contrat, c'est pas vraiment la même chose? Vous m'amenez où, là? Je vous pose la question. Si vous n'avez pas de point de vue, dites-le. C'était quoi l'enveloppe budgétaire que la SAC avait demandé au CT à ce moment-là? Vous avez dit que vous l'avez vu, le CT, tantôt. Ben oui, mais dans le CT, on n'est pas avec les résultats de l'appel de proposition, là. On est bien loin, d'accord? Bien loin. On était à 200 millions dans le CT, ou 125 millions, plus exactement, dans le CT pour le contrat, puis 458 quand on a ouvert les enveloppes. Vous êtes d'accord? Donc, quand on dit on ne prévoit aucune augmentation à l'enveloppe budgétaire, est-ce que ça nous dit que le contrat a un prix fixe ou l'Alliance doit livrer un prix fixe? Vous ne le savez pas? Je ne peux pas vous répondre à ce genre de questions-là. Puis ensuite, la troisième phrase, advenant un non-respect de cette enveloppe, la société pourra mettre fin à la relation d'affaires. Avez-vous des souvenirs de discussion sur cette dernière phrase-là de la réponse au fournisseur? Non. Mais non. Ça, c'est vrai dans n'importe quel contrat. Là, on peut finir par mettre fin à un contrat. Donc, vous êtes d'accord dans n'importe quel contrat, si je reprends votre réponse, quand on dépasse le montant de la contingence, qu'on a des dépassements de coûts, ce qu'on propose du côté de la société publique, c'est de mettre fin à la relation d'affaires. Vous avez vu ça souvent? Non, j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'elle n'a pas vu ça. Vous avez... Elle n'a pas vu ça. La question, si vous y avez proposé, vous y avez soumis, vous n'avez pas vu ça souvent, vous avez répondu non, j'ai pas vu ça souvent. Et dans votre conception de ce qui est une bonne gouvernance, une façon de rédiger des appels d'offres, est-ce que c'était quelque chose à laquelle vous aviez songé à l'époque de dire, s'il y a des dépassements de coûts, la solution, c'est de mettre fin au contrat?
Là, vous amenez dans des éléments qui ne sont pas sous ma compétence. Donc, ça fait appel à des gens de finance, à des gens de gestion de contrat. Madame, je vais vous laisser le temps pour vous bousculer. Vous allez pouvoir vous exprimer. Donc, c'est pour ça que je vais mettre un terme pour l'heure du dîner. Votre interrogatoire étranger va revenir, aura des questions, et je présume que les partis auront également des questions pour vous. Alors, je vous souhaite bon appétit, comme je souhaite bon appétit à tout le monde. Merci, M. le Président.